2020, cette belle année de confinement, de fermeture des cinémas, des salles de concert et des commerces culturels, est-elle une année à jeter aux orties? N'y a-t-il rien à tirer de ces longs mois de pandémie et faut-il forcément tourner nos regards vers 2021 dans l'optique d'un hypothétique retour à la normale, en balayant jusqu'au souvenir de cette année double 20 à la triste renommée? Réponse tout à fait subjective dans cette émission en plusieurs parties, qui commence aujourd'hui avec la sélection Téloche et Péloche, et ma réflexion personnelle sur l'hégémonie naissante des services de streaming. « 2019 ne s'était pas terminé de la plus belle des façons, et c'est avec un Star Wars insultant pour ses fans, ceux qui suivent le fil Facebook de la chaîne savent ce que j'en pense, qu'avait démarré l'année 2020, qui restera dans toutes les mémoires comme une année à part, une année de confinement généralisé qui nous aura vu privés d'à peu près tout, si ce n'est du plaisir de rester sous la couette, chez soi à mater des séries. Alors, personne ne dira le contraire, l'année qui vient de se terminer n'a pas brillé par son opulence, en quoi que ce soit. On peut pas dire que 2020 sera synonyme de grands souvenirs ou de merveilleux moments. On nous avait préparé à une apocalypse zombie. On a tous au final été transformés en disciples du Dr Giggles avec nos masques placardés sur la face. Ça, c'est pour le contexte général, mais au petit niveau qui nous intéresse sur cette chaîne, celui de la culture et des divertissements, 2020 aura-t-elle été une année blanche dont il faut s'empresser de faire le deuil le plus vite possible? Il y a de quoi se poser la question quand on voit la foultitude de blogueurs et de critiques promptes à monter dans le grand train de 2021 en espérant qu'il traverse de plus beaux paysages. Pour l'instant, faut le dire, c'est pas gagné. Perso, c'est pas mon cas, pas du tout, alors forcément, je trouve que cette année s'est montrée beaucoup plus riche dans le domaine musical que sur grand écran, et ça, ce sera pour la troisième partie de cette émission. Bah oui, c'est plus facile aujourd'hui de composer et de produire un album tout seul ou en équipe réduite à la maison que de tourner un Mission Impossible en plein confinement. Mais je trouve qu'il y a eu tout de même de très belles choses en cette année 2020, et surtout, que c'est une année fondatrice qui a accéléré certains processus qui étaient en train de se mettre en place, dont l'hégémonie absolue du petit écran sur l'entertainment mondial, avec le renforcement des géants Netflix, Amazon Prime ou Disney+, parfaitement équipés forcément pour faire face à une pandémie. Et l'on assiste à un nouveau tournant dans la guerre fratricide grand écran petite lucarne, et plus précisément entre les salles de cinéma et les services de streaming. 2020 pour moi, c'était une année au cours de laquelle les cartes ont été redistribuées, mais pas seulement dans le cadre restreint d'un confinement généralisé temporaire. Les effets de cette première année d'enfermement des populations vont, et ça c'est certain, durer, et vont amener tous les circuits de la production ciné et télé à évoluer et à se transformer tout autour du globe pour, sinon se recentrer totalement sur le petit écran, du moins lui accorder une dimension beaucoup plus importante. Et les précédents sont en train doucement de se mettre en place. On peut pas tout mettre sur le dos de la pandémie, mais si on nous avait dit il y a un an que la Warner sortirait son Wonder Woman 84 directement en streaming et sur sa chaîne HBO Max, parallèlement à une sortie salle dans une combinaison limitée, qui l'aurait cru? Et la liste des films qui dorment sur les étagères s'allonge régulièrement. Il se passe pas une semaine sans que des sources anonymes et bien ou mal renseignées ne viennent nous annoncer une probable sortie de Black Widow sur Disney+, ou du dernier James Bond sur iTunes par exemple. Le dernier James Bond qui vient quand même de voir sa date de sortie qui avait été repoussée encore au 2 avril, à nouveau repoussé à une date ultérieure, inconnue, puis aux dernières nouvelles à octobre 2021, ouais. On y croit. Alors ça paraît fou de penser ça, et les studios démentent à chaque fois assez rapidement, comme s'il s'agissait du dernier des péchés d'un aveu d'échec que de vouloir sortir un blockbuster directement sur la petite lucarne, mais la situation s'éternisant, rien ne paraît plus désormais impossible. Et puis, faut se le dire, discrètement, c'est un état de fait qui avait déjà commencé à s'implanter, et ça bien avant l'arrivée du virus. Netflix a déjà depuis quelques années maintenant commencé à produire des blockbusters, directement pour sa chaîne, pour une diffusion programmée sur le petit écran uniquement. Il y a une petite décennie, on n'aurait pas imaginé voir débarquer directement à la télévision des films comme Bright de David Ayer avec Will Smith, Triple Frontière de J.C. Chandor avec Ben Affleck, ou Six Underground, le dernier Michael Bay avec Ryan Reynolds. Et ce sont des blockbusters, je dis pas que ce sont de bons films. Pour moi, Netflix n'a pas encore produit un véritable grand film, mais Underground 6 aurait coûté tout de même dans les 150 millions de dollars. Alors, ce sont des blockbusters, et voir arriver ça directement à la téloche, surtout sur un service à 15 balles par mois, c'est carrément l'avènement d'une nouvelle façon d'envisager le cinéma et la télévision. On développera sans doute prochainement et plus en détail ce qu'il en coûte de produire des péloches directement pour les services de streaming, mais c'est une histoire de gros sous.
Imaginez quand même que Netflix, c'est 7 millions d'abonnés en France et quelques 170 millions à travers le monde, et ça ne cesse d'augmenter à chaque minute. Disney+, c'est déjà quelque chose comme 75 millions d'abonnés dans le monde, et ça flambe à chaque minute également, alors que pour l'instant, le service ne propose pas grand-chose et qu'il faudra attendre fin février pour voir débarquer sur le site de la souris l'antenne Star avec des films plus adultes et des productions Fox, forcément depuis le rachat de la compagnie, comme Piège de cristal ou des séries comme 24 heures chrono. Pour essayer de bien imaginer de quoi on parle en termes de puissance financière et de modèle économique, imaginez donc que Netflix, c'est 170 millions de personnes qui payent au site l'équivalent d'une place de ciné par mois, voire même un peu plus. Pas sûr que toutes ces personnes iraient au Cinoche une fois par mois en temps normal, donc c'est tout bénef. Et il faut du contenu pour satisfaire ses clients, et il n'y a pas de meilleur contenu qu'un blockbuster avec une ou plusieurs stars en tête d'affiche et un concept bien commercial, sans compter la pub, que ça fait aussi, tel film uniquement sur Netflix. Et 2020, pour moi, c'est ça, l'avènement de ce modèle de consommation, cette façon de bouffer de la péloche, de l'image, tranquillement chez soi dans son canapé, sans un voisin relou qui vient mâcher du popcorn dans notre oreille, sans se poser la question de savoir si on sera bien installé, ou si on trouvera de la place pour garer la bagnole. C'est un modèle qui a donc totalement bénéficié de cette pandémie, tandis que les grands écrans tout autour du globe restaient désespérément fermés, et que les gros studios pataugeaient dans l'incertitude. Tout ceci étant dit, on peut avoir l'impression un peu triste que c'est la fin d'une époque, et que les grandes épopées réservées jadis aux salles obscures vont désormais se voir remplacées par du contenu télévisé, de moindre envergure, marketé pour être vite vu, vite digéré, vite oublié. Alors là encore, je ne hurlerai pas avec les loups, puisque selon moi, les sites de streaming n'ont pour l'instant pas prouvé grand-chose, si ce n'est leur capacité à réinventer la grammaire cinématographique et la façon de raconter des histoires. Je ferai pas l'apologie aveugle des sites de streaming. Personnellement, je trouve les productions cinéma, les longs métrages Netflix par exemple, vraiment banales, sans saveur. C'est souvent, et dans le meilleur des cas, convenu, sans aucune originalité, avec cette impression de voir une péloche friquée, bricolée sans imagination, formatée pour répondre à un cahier des charges. De tous les films Netflix que j'ai vus, seul le bon apôtre de Gareth Evans parvient à garder la tête hors de l'eau et à affirmer très haut son originalité. C'est vraiment bon. Tous les autres me donnent le sentiment d'avoir déjà vu la même chose ailleurs, et en mieux. Non, c'est vraiment pour le coup du côté des séries télévisées qu'il faut chercher selon moi l'intérêt premier de ces poids lourds du streaming, et cette année 2020 n'aura fait qu'enfoncer le clou à ce niveau. Et donc, 2020, année des séries télé, pas étonnant au vu du contexte social et sanitaire, mais faut pas oublier qu'il s'agit d'une révolution lente, entamée il y a déjà plusieurs années. Et du coup, on assiste avec ce format en épisode à de grandes choses. Je pense à la série Cobra Kai, par exemple, dont le succès sur Netflix ne se dément pas. Alors là, on est dans une construction télévisée très classique, quasi de la teenage TV, mais l'originalité du projet se trouve ailleurs, dans son postulat de départ, relativement inédit. On entre dans cette suite à Karate Kid par le biais du méchant de l'histoire originale, à travers le personnage de Johnny Lawrence, qui acquiert au fil des saisons une véritable épaisseur et qui centralise par son parcours chaotique, les destinées de toute une galerie de personnages. Alors en premier lieu, Daniel LaRusso et sa famille, bien entendu, dont sa fille, qu'on a envie de tarter tellement elle est insupportable, mais aussi une flopée de personnages secondaires, la plupart d'entre eux des lycéens, mais pas que, puisqu'on retrouve aussi les anciens comparses de Johnny. Alors, bien sûr, c'est drôle, tellement c'est con, comme dirait mon cousin Greg, mais c'est surtout très bien vu, extrêmement bien ficelé, très attachant, comme toute bonne série TV, et surtout très respectueux de l'univers de la saga. On ne méprise pas le spectateur, et surtout pas les fans. C'était un peu ma peur, à l'annonce du projet, qu'on prenne les amateurs de Karate Kid pour des imbéciles, qu'on tourne tout cet univers en dérision. Pas du tout. C'est très cohérent, c'est fidèle à la saga, bref, du tout bon. Alors on en reparlera forcément sur cette chaîne, mais je trouve cette série très représentative de cette nouvelle télévision américaine qui cartonne. C'est une histoire qui leur a été de fait impossible à développer pour le grand écran, puisque le format relativement court d'une production ciné, relativement 2 heures, 2 heures et demie pour de gros blockbusters ou des valeurs sûres, oblige quand même à tout un cas de concession et de coupe dans le scénario. Et du coup, si on veut développer des personnages, on sort la planche à billets, on lance des franchises. Mais même sans parler de durée, qui aurait parié un copec sur un film centré sur le personnage du loser de Karate Kid? C'est vraiment là que le format TV permet des choses, déjà en termes d'idées, forcément, mais aussi en termes d'audace. Ça coûte pas cher, alors on peut faire des paris, on peut tenter des choses, on prend quand même moins de risques à lancer une série Karate Kid sur Netflix, avec des inconnus au générique et 2 acteurs qui prennent pas un gros cachet, que de tourner et distribuer un long métrage dans les salles tout autour du globe. Quand ça marche moyennement, comme Jean-Claude Van Johnson, excellente série au demeurant, c'est pas grave, ça fait du contenu, ça remplit les grilles sur le long terme, et il y a toujours des fans avec la possibilité que le buzz se fasse avec le temps. Mais quand ça rapporte de suite, ça rapporte gros, jackpot, champagne et gros cigares.
Et dans le même ordre d'idée, qui aurait osé produire The Boys sur grand écran? Je sais que Deadpool est passé par là, mais quand même, quand on voit le catalogue d'obscénité et de violence débridée de la série, personne n'aurait financé ça et osé rêver d'une distribution en salle. C'est simple, la saison 2 diffusée cette année ose tout, et forte de son succès, elle s'autorise même à utiliser des idées que la production n'avait pas osé inclure dans la première saison de cette série totalement autre, barrée, déviante, extrêmement jouissive. The Boys, c'est vraiment bon à tous les niveaux, j'ai bien eu quelques déceptions, mais c'est plutôt au niveau de mes attentes à certains moments, comme l'épisode 5, je crois, de la saison 2, avec l'irruption de Black Noir dans la baraque, j'en attendais un peu plus. Mais bon, ça n'enlève rien aux incroyables qualités de cette série, au succès amplement mérité, et ils n'ont pas fini d'oser, puisque j'ai lu que l'épisode 6 de la saison 3 allait adapter la très polémique mini-série Herogasm, où les héros se retrouvent sur une île paradisiaque pour une orgie géante. Mais bon, plus ils poussent le bouchon, plus ça plaît, alors ils auraient tort de se priver. Carton plein également pour la série The Mandalorian sur Disney+. Là encore, le format télévisé permet une plus grande liberté créative, le budget d'une saison rivalise avec celui d'une grosse production hollywoodienne, et on obtient enfin, avec la saison 2 de cette première série télé Star Wars, la série que tous les fans méritaient. J'avoue que j'étais resté sur ma faim lors de la première saison, mais les épisodes diffusés en cette fin d'année 2020 m'ont complètement bluffé. C'est beaucoup mieux mis en scène, mieux écrit, extrêmement malin, autant que pouvaient l'être les séries Clone Wars ou Rebels. Bref, c'est un peu ce que la télé sait faire de mieux, en volant au secours d'une franchise qui avait pris tellement cher avec sa dernière trilogie qu'il faudrait rayer de tous les livres d'histoire. Pas étonnant du coup que Disney mette le paquet sur le futur télévisé de la franchise avec une multitude de séries dans les starting blocks, Ahsoka, Lando, Obi-Wan, The Bad Batch, The Acolyte, Rangers of the New Republic, Endor. D'ailleurs, je sais même pas s'il faut considérer ces productions Disney comme des séries télé à proprement parler ou comme des films un peu longs découpés en épisodes. Mandalorian saison 2, 8 épisodes, c'est je sais pas, 4h30 d'images mises bout à bout, ça s'apprécie comme un film qui s'éternise un peu, qui prend son temps. Ce sera la même chose pour toutes les mini-séries Marvel qui arrivent, Loki, WandaVision, Falcon and Winter Soldier. D'ailleurs, WandaVision qui prend un peu trop son temps au passage, parce que là j'ai vu les 3 premiers épisodes et franchement, je m'attendais pourtant à un trip un peu différent, mais là ça fait quand même beaucoup d'attentes pour des épisodes de sitcom. S'il y a eu un budget, c'est pas sur ces 3 épisodes qu'ils l'ont mis, j'espère que ça va s'accélérer et que la série finira par tenir toutes ses promesses, qu'on n'aura pas donc juste une sorte de trip décalé durant 9 épisodes, juste pour servir de prologue à Doctor Strange 2 ou au prochain Spider-Man. Wanda, c'est quand même le personnage le plus puissant de l'univers Marvel. Mais revenons à nos moutons. Pour moi, cette année 2020 marque donc la suprématie incontestée d'un système qui ne se contente pas de suppléer l'absence de spectacle sur grand écran, mais qui s'enracine très rapidement comme un nouveau modèle de consommation de l'image, adapté aussi bien à un usage domestique que sur un écran de portable pendant un trajet en train. Et faut bien se le dire, c'est que le début. Surtout quand on pense au temps que met Amazon, par exemple, pour finaliser sa série Le Seigneur des Anneaux, sur laquelle tous les espoirs sont cristallisés. Alors je vais pas lister toutes les séries sur lesquelles vous devriez jeter un œil, vous les connaissez aussi bien que moi, et peut-être même mieux. The Hunting of Bly Manor, Le Jeu de la Dame, Outlander, très bonne série, The Witcher, Carnival Row, American Gods, il y en a tellement, et si l'on ajoute la propension de Netflix à mettre en avant du contenu produit aux 4 coins de la planète, la liste est infinie. Vous avez la série de zombies moyenâgeux coréenne Kingdom, la série fantastique allemande Dark, du même pays la série Barbare, le braquage espagnol de la Casa de Papel, la série horrifique française Marianne, c'est pas prêt de s'arrêter. Alors, au rayon nouveauté, il y a ces séries produites par des sites bien établis qui ont su parfaitement tirer leur épingle du jeu, et les propositions faites par d'autres sites concurrents qui débarquent et qui rêvent de pouvoir à leur tour avaler en 2021 une part du gâteau. Je vous l'ai dit, 2020 a marqué l'avènement des sites de streaming et ce succès va faire des petits forcément. La Warner par exemple mise tout dorénavant sur son site HBO Max au point d'y avoir balancé en avant-première mondiale son Wonder Woman 84, mais il n'y a pas que ça puisqu'est annoncé pour mars la mini-série Justice League par Zack Snyder. Là encore, innovation d'un site de streaming qui va proposer le Director's Cut que n'avait pas pu réaliser Snyder pour la sortie en salle d'un film de sinistre mémoire, repris en main à l'époque par Joss Whedon. Alors, on va pas revenir sur toute cette triste histoire que vous connaissez certainement, mais du coup, Warner file un nouveau chèque à Zack, lui dit « Ben vas-y, fais-nous ta version du film puisque les spectateurs semblent la réclamer ». Bien évidemment qu'on la réclame, à la vue du naufrage d'un film qu'on avait tous fantasmé avant de mettre les pieds dans la salle et d'en ressortir la queue entre les jambes. De toute façon, ça pourrait pas être pire que cette immondice projetée en 2017. Alors,
Je sais qu'on peut considérer qu'il y avait eu des précédents à cette situation, avec notamment le Superman 2 de Richard Donner, mais là on n'est pas du tout dans la même configuration. Le film est tout récent, il a déjà coûté non officiellement dans les 300 millions, hein, pour un score abominable au box-office mondial. On rallonge la note dans la foulée pour remonter le film, et plus encore, pour le modifier en profondeur et même faire revenir une partie du casting de Justice League, pour y ajouter de nouvelles scènes. On parle tout de même, toujours non officiellement, d'une rallonge qui approcherait les 70 millions. Si vous avez suivi en 2020 l'émission sur Jason Blum, on y a beaucoup parlé budget, c'est quand même plus que le budget de Deadpool. Et comme on veut s'approcher au maximum de ce qui marche en ce moment, pourquoi pas remonter ce Director's Cut sous forme d'une mini-série de 4 heures, si ça marche chez les autres. Et donc bim, la vision de Justice League de Zack Snyder atterrira sous forme de mini-série sur HBO Max en mars, en exclusivité bien entendu, pour faire décoller le site, avant une sortie d'ores et déjà prévue sur support, 4K notamment. Alors, on peut avoir l'impression que c'est hors sujet et qu'on est déjà dans l'après 2020, mais c'est le parfait exemple, selon moi, de ce qu'aura enfanté cette année très spéciale, cette propension à faire feu de tout bois, à saisir la moindre occasion pour fournir toujours plus de contenu aux abonnés, quitte à aller chercher des flops, à les lustrer un peu, à les tronçonner sur un modèle en vogue pour en faire des événements. Et c'est à mon humble avis la principale leçon à tirer de cette année 2020 que nous aurons finalement fini par traverser, le cul collé dans nos canapés, bannis des salles de cinéma qu'on était tous. Une dernière chose à noter, cette façon de faire fait déjà des émules. On a parlé des séries Disney qu'on peut envisager comme des films assez longs, ou de ce Justice League justement saucissonné en mini-série. Mais il faut savoir que le service de stream Quibi, qui avait débarqué aux States en avril avant de fermer dans la foulée 6 mois seulement après son ouverture, proposait du contenu censé être ciblé pour smartphone, format pour smartphone, avec des séries exclusives et des saisons d'une douzaine ou quinzaine d'épisodes de 8 minutes chacun. Donc le calcul est vite fait, ça fait un film d'un peu plus d'1h30 découpé en mini-épisodes. Alors là, ça a pas pris, malgré des séries avec l'un des frères Hemsworth, Sophie Turner, il y a 2 séries avec Sophie Turner, la Sansa de Game of Thrones, Kiefer Sutherland dans une nouvelle version du Fugitif, qui ressemblait étrangement à un nouveau Jack Bauer, mais bon, des initiatives comme ça, on va en voir débarquer des tonnes dans les années qui viennent. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que l'émission risque rapidement de devenir un peu longue et qu'on n'a pas encore parlé des longs métrages qui ont tout de même survécu à 2020. Et ça, ce sera donc pour la seconde partie de cette émission, qui devrait suivre très rapidement, le temps de monter tout ça. Voilà, je vous dis donc à très très vite cette fois, sur cette même chaîne. Ciao!